Nos invités sont avec nous. Danielle Simonet, bonjour. Bonjour. Vous êtes, on le rappelle, conseillère de Paris et membre de la France Insoumise. Et je reviens de la manifestation. Et vous étiez, voilà, vous allez pouvoir nous en parler directement. Éric Berdoati, bonjour. Maire Les Républicains de Saint-Cloud, conseiller départemental des Hauts-de-Seine. Alexandre Malafaye, bonjour. Alexandre Malafaye, bonjour. Vous êtes président fondateur du think tank Sinopia. Et Cyril Adrien-Salmand de notre service politique. Bonjour Cyril. D'abord, une petite réaction à ce que vient de dire Benjamin Griveaux. Nous ne faisons pas preuve de mépris. Nous avons consulté, concerté, nous avons parlé avec les syndicats. D'ailleurs, on a fait quelques amendements, quelques aménagements, on les a entendus. Votre réaction ? On est au contraire dans un gouvernement qui fait preuve d'une arrogance et d'un mépris hallucinant. Regardez M. Benjamin Griveaux à l'instant qui parle de sac à dos social. Mais je veux dire, ce gouvernement est en train de porter les valises et des actionnaires et des lobbies. Monsieur Griveaux parle par exemple des assises de la mobilité. Sachez que ces assises de la mobilité du quotidien, par exemple, certaines tables rondes étaient dirigées par des actionnaires de chez Hitch, une plateforme de l'ubérisation qui a été condamnée par les taxis pour justement le manquement aux réglementations qui peuvent opérer. On est dans un mouvement social où il y a justement une convergence des luttes parce que la politique du gouvernement de casse de la CNCF à l'encontre des enjeux écologiques et sociaux, eh bien on a la même cohérence libérale que quand il casse la Poste, que quand il casse l'hôpital public. Et en même temps, les citoyens, les citoyennes, quand on voit qu'on leur fait les poches au niveau des retraites avec la CSG ou en cassant les APL, ils voient bien qu'on est face à une logique extrême libérale et un pouvoir autoritaire qui joue à fond l'autoritarisme. Est-ce qu'Éric Berdoati, vous êtes d'accord avec cette expression ? C'est une manifestation, une mobilisation de convergence des luttes. Écoutez, moi je ne sais pas très bien si le vocabulaire est adapté. Il faut voir les banderoles en fait, il en remarque. Écoutez, si vous ne souhaitez pas que je m'exprime, vous me le dites. Et non, je vous donne une précision parce que je viens de la manifestation. Moi je vous ai écouté, je partage absolument pas ce que vous avez dit, mais je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Et donc soyez gentils. Je vais en faire de même. Voilà. Alors on vous écoute. Donc, en fait, si vous voulez, on est dans un pays où, depuis un certain nombre d'années, peut-être une quarantaine d'années, on n'arrive pas à régler les problèmes. D'abord parce que nos dirigeants, pendant 40 ans, n'ont pas eu le courage d'affronter les problèmes. Et ensuite parce qu'on est toujours dans une affaire de communication, et c'est ça que je déplore, des deux côtés d'ailleurs, à chaque fois, quelles que soient les époques. En 95, c'était la même chose, avec des postures. Et du coup, on oublie complètement le problème de fond auquel on est confronté. Donc là, en l'occurrence, la réforme de ferroviaire en France ? Vous m'interrogez sur la convergence des luttes. Moi, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. J'ai été à l'école quand même, bien sûr. Mais tout ça, ce sont des postures. Et pareil, l'expression de Benjamin Griveaux est regrettable, sac à dos social, ça ne veut rien dire non plus. Donc, ce qu'il faut, c'est parler du fond des problèmes. Est-ce que notre pays a besoin d'évoluer, de se transformer, de se changer, de se réformer aussi ? La réponse est oui, clairement. La réponse est oui. Comment ça doit se faire ? Ça doit se faire avec une notion d'intérêt général qui n'existe quasiment plus dans ce pays aujourd'hui, pas plus du côté des syndicats que du côté parfois de la population. C'est un thème qui a complètement disparu aujourd'hui. Quand vous parlez d'intérêt général, vous passez pour un vieux ringard. C'est l'individualisme qui prime aujourd'hui. Beaucoup, mais ça c'est une tendance lourde de la société, de nos sociétés européennes, et puis des sociétés aussi américaines, anglo-saxonnes. Et donc, du coup, on est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente, moi j'en parle d'autant plus décontracté que je n'ai pas voté Emmanuel Macron au premier tour. Donc, je ne viens pas défendre qui que ce soit, je veux dire, ce n'est pas mon sujet. Mais en revanche, ne pas reconnaître qu'on est dans un pays où depuis 41 ans, on a un déficit structurel du budget de l'État, que le monde a changé en un certain nombre d'années, et qu'aujourd'hui, il faut essayer de proposer des choses nouvelles, moi je suis gaulliste, donc avec une certaine idée, non pas de la France, ça c'est les grandes formules, mais surtout avec une certaine notion d'intérêt général et du rapport de la place publique avec la sphère privée ou la sphère économique, si vous préférez. Bon, bien sûr que tous ces sujets-là doivent être abordés. Vu comme c'est parti, on ne va pas y arriver une fois de plus. Une fois de plus. Alors juste cette notion d'intérêt général. Vous allez réagir, pardon. Là-dessus. On a toujours ces images en direct et on veut savoir, on va prendre des nouvelles de cette manifestation et de cette portion-là, Amélie, que vous suiviez tout à l'heure pour nous. Ça dégénère un petit peu. Est-ce que là, on voit que les CRS sont intervenus ? Comment ça se passe ? Eh bien, écoutez, vous le voyez, nous sommes en train de reculer dans la rue. Vous le voyez, les CRS font face dans une rue adjacente aux manifestants depuis plusieurs minutes maintenant. La situation dure et ça commence à devenir encore un petit peu plus tendu. Vous l'avez percevé sur ces images. On passe au jet de pavés, de bouteilles, de fumigènes également. Et avec les forces de l'ordre, le face-à-face maintenant se poursuit contre les vitrines, contre les voitures.
Alors on a du mal, forcément, comme nous sommes positionnés dans une rue adjacente, à apercevoir exactement ce qui se passe dans la rue principale, mais en marchant tout au long de cette manifestation, il y a le cortège qui est en grande majorité, il faut le souligner, parfaitement calme, avec des militants de différentes entreprises qui se retrouvent. Et puis en amont, en tête de cortège, il y avait ces personnes habillées de noir, cagoulées, qui ont, même un peu plus tôt, il y a environ 1 heure, fait leur première rencontre avec les CRS lors de ce cortège. Et déjà, il y avait eu des jets de lacrymo. Mais vous le voyez, maintenant, ça se cristallise un peu. Les positions sont trouvées, on ne bouge plus. Comme vous le voyez, on recule désormais un peu, puisque les pavés sont lancés en direction des CRS. Et nous allons, nous aussi, reculer un peu. Oui, on vous retrouvera un peu plus tard. Merci également à Vincent Neda qui est avec vous pour les images. Ce sont ces images ici que l'on voit. Daniel Simonet, vous étiez dans la manifestation tout à l'heure. Ce qu'on dit, c'est un cortège qui se déroule dans le calme. Là, c'est juste une petite portion. Oui. Vous étiez, tout se passait bien. Je n'ai absolument pas vu cette petite portion dans le 99% du cortège, en tous les cas, tout ce que j'ai vu se passait vraiment très bien. Donc n'hésitez pas aussi à montrer ces images. C'est ce que nous montrons aussi, si vous voyez. Réagir par rapport à la notion d'intérêt général, je pense que c'est vraiment le fond de l'objet politique, où nous sommes là pour défendre l'intérêt général. Et il me semble qu'il y a un intérêt général humain supérieur, qui est la question de notre écosystème, l'enjeu écologique. Or, pour l'enjeu écologique, que faut-il faire ? Faut-il développer, par exemple, le transport de marchandises par rail ou par camion ? Or, l'ouverture à la concurrence et le premier paquet ferroviaire de 2003 a provoqué quoi ? Le développement du transport de marchandises par camion. Donc, on est dans une logique de rentabilité au nom de la concurrence. Regardez, dans le projet de loi sur la SNCF, il n'y a pas une seule fois le mot écologie, le mot pollution, le mot climat. C'est pas cohérent pour vous. Il n'y a absolument aucune prise en compte de l'écologie. On nous dit il faut mettre en concurrence, il faut la mise en concurrence, il faut la mise en concurrence, sans nous dire quelle est la finalité écologique et sociale qui est poursuivie. Mais pour autant, vous étiez aussi d'accord, il fallait la réformer, la SNCF. Ce qu'il faut regarder, vous savez, les paquets ferroviaires de mise en concurrence, c'est une contre-réforme qui est complètement aberrante, puisque les trains, pour circuler, doivent payer le droit de circuler sur des rails et vont enrichir des entreprises privées, alors que les investissements de ces rails ont été faits par le service public. C'est-à-dire que la SNCF, elle souffre de trop de libéralisme. Le problème n'est absolument pas le statut. Le problème, c'est cette logique libérale. La Poste également souffre d'un management totalement libéral comme les entreprises privées. L'hôpital souffre également d'une logique libérale où on veut faire des super gros hôpitaux et on organise les déserts aux alentours. Donc on n'a pas trop de services publics, mais pas assez de services publics et de logique publique. Pour revenir aux manifestations, Alexandre Malafaille, on entend souvent depuis ce matin convergence des luttes. C'est sur ce thème que voulait mobiliser la CGT. C'est avant tout finalement essayer de construire un front commun contre Emmanuel Macron. Le but de tout ça, évidemment, on l'a bien compris, c'est d'essayer d'affaiblir Emmanuel Macron et de le faire en début de quinquennat pour l'empêcher de mener à bien son projet, pour des raisons qui sont des raisons politiques. Et je pense qu'Emmanuel Macron ne cédera pas. Il ne cédera pas parce qu'il ne peut pas céder en début de quinquennat. L'histoire a prouvé que tous ceux qui avaient cédé en début de quinquennat ou en début de septennat avaient terminé effectivement dans des conditions extrêmement difficiles. Donc il ne peut pas céder, il faut qu'il aille au bout. Et de toute façon, quelque part, ce n'est pas incohérent parce qu'il peut... On peut discuter de sa véritable légitimité, mais il a la légalité pour lui. La légitimité, elle est fragile parce que le premier tour, c'est 18% des exprimés, mais malgré tout, il a la légalité pour lui parce que tout ça est légal. Parce que les réformes, il ne les avait pas annoncées. SNCF, il ne l'avait pas dit aux électeurs. Il avait dit beaucoup de choses. Mais pas la SNCF, vous êtes d'accord avec moi. Oui, mais en même temps, on ne peut pas avoir un programme millimétré sur la totalité de ce que vous allez faire. Il faut aussi agir. Il agit. Là, de toute façon, les vrais écueils, ce sont les élections de 2019, 2020 et 2022. Il faudra juger sur les résultats. Après, on peut ne pas être d'accord sur les approches et sur les méthodes. Ce qui est vrai, c'est que la SNCF avait besoin d'un grand projet. Ça, c'est sûr que le grand projet, on ne l'a pas vu. Par contre, pour mettre en œuvre ce grand projet, il fallait sans doute transformer l'entreprise, la faire évoluer. Moi, j'aurais aimé qu'on fasse de la SNCF, qu'on nous vende, entre guillemets, un projet de dire faisons de la SNCF une grande entreprise, champion mondial de la mobilité durable. On le disait tout à l'heure, la SNCF, c'est une entreprise qui est vertueuse en matière d'écologie, de transport écologique. Pourquoi ? Si on la développe, pas si on la casse. Non, mais on ne va pas la casser. Bien sûr que non. Mais personne ne va faire ça. Si vous laissez... Non, personne ne va faire ça. Mais personne n'a intérêt à faire ça. La France, alors, à supposer que les gens considèrent vraiment qu'Emmanuel Macron est un chef d'entreprise, il va essayer au contraire de faire en sorte qu'on se donne les moyens d'avoir des entreprises capables effectivement de rivaliser dans la compétition internationale. Donc moi je ne crois pas ça. Je crois en revanche qu'on ne vous a pas expliqué, qu'on n'a pas expliqué aux Français comment on pouvait effectivement transformer l'entreprise. Non, on n'est pas bête. C'est pas la question. Mais on n'est pas bête, on a bien compris. Je n'ai pas dit que vous étiez bête. Non, parce que je pense que vous pensez qu'ils veulent tuer la SNCF. Et pourquoi ils voudraient faire ça ? Alors je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à un moment donné, ils veulent que les entreprises privées puissent se faire du beurre sur les lignes rentables et ils s'en moquent des lignes non rentables. C'est exact. Mais c'est
pas simpliste. Combien de lignes non rentables ont été supprimées? Ça se marche exactement comme ça. Regardez la logique. Pardon, il faut être pragmatique. Mais il ne faut pas être pragmatique. Que se passe-t-il à chaque fois qu'on libéralise? On a les moyens de tout faire. Voilà. Ce qu'il faut regarder, c'est parce que vous prenez aujourd'hui le service public comme une espèce de fin en soi. C'est pas une fin en soi, le service public. C'est un outil au service de la France. Exactement. Donc mon objectif, c'est que les camions, on les mette sur des rails. Mon objectif, c'est qu'il n'y ait aucune campagne qui soit isolée. Vous savez pourquoi tout à l'heure vous parliez de ferroutage, pourquoi ça n'a pas marché? À cause des grèves. Pourquoi est-ce que l'ensemble? Mais bien sûr que si. La majorité des transporteurs ont renoncé au transport par fer parce qu'il y avait trop de grèves dans ce pays. Mais c'est la même chose. C'est de la même manière qu'on a tué les grands ports français. Marseille, Le Havre, etc. C'est la même chose. Pourquoi est-ce que la SNCF investit? Pourquoi est-ce que la SNCF elle-même a investi dans la société de camions numéro 1? Évidemment. La SNCF a investi dans la société de camions numéro 1 qui concurrence justement la SNCF. On est dans ces aberrations. Pour contourner les blocages de la SNCF. Un peu plus de 16h30 sur LCI. On suit donc cette journée de manifestation à l'appel de la CGT de Solidaire avec un cortège parisien, vous le voyez ici, donc toujours en route vers la place d'Italie. Il y a quelques heures, mais c'est très localisé, on le voit ici sur ces images commentées tout à l'heure pour nous par Amélie Carwer avec l'utilisation de gaz lacrymogène et des manifestants qui par endroits essayaient de fuir. Donc ces violences très, très circonscrites surtout encore qu'a priori, je n'ai pas été comme madame sur la manifestation, mais les deux images qu'on voit, on voit bien que d'un côté, il y a des cheminots, il y a des gens qui manifestent normalement, ça c'est un droit constitutionnel, vous avez raison, et puis de l'autre côté, il y a des gens qui n'ont rien à faire là. Mais comme souvent, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation en France, il y a des débordements. Il y a des débordements, parce que à un moment, on laisse faire un tas de gens qui font n'importe quoi et qui sont. C'est-à-dire je ne sais pas qui, moi, je ne suis pas au gouvernement et je ne suis pas au pouvoir. Mais les policiers sont extrêmement bien formés. Ils ont moult précautions à prendre, ils ont des consignes, etc. Évidemment, ils sont dans une. C'est la même chose avec la ZAD aujourd'hui à Notre-Dame-des-Landes. Vous avez le premier jour 2500 gendarmes mobilisés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. 2500. À l'époque, on nous disait, ça a démarré il y a 15 jours, je crois à peu près cette affaire, on nous disait il y a à peu près 250 zadistes un peu réfractaires, etc. Bon, il y a 2500 gendarmes. Bon. Alors ils se contentent de faire un peu, alors il y a un peu d'échauffourée, etc. Très bien, mais vous voyez bien le problème auquel on est confronté. Vous avez affaire à des gens avec qui il est impossible soit de négocier, soit de discuter, parce que c'est pas leur sujet. Ils sont pas là pour ça. Eux, ils sont là pour mettre le bazar, et encore, je reste poli. Bon. Donc, il y a un moment où vous ne pouvez pas, et ça, c'est l'angélisme de ces dernières années, c'est un peu la socialisation des esprits, pardon de cette expression, mais il y a un moment où il faut être ferme. Quand vous avez des gens en face de vous qui franchissent les règles de la loi, moi je ne suis pas, mais envoyer un cocktail Molotov qui brûle un gendarme, ça ne me paraît pas être dans le cadre légal de la loi. Ce n'est pas ce que j'appelle une négociation, une discussion. Et bien à ce moment-là, il faut riposter avec la même fermeté. Voilà. Et tout à l'heure, je vous écoutais tous les deux parler. Moi, vous avez, madame, un point de vue, et on est dans une démocratie, votre point de vue est légitime. Vous avez le droit de le défendre, etc. Simplement, le vocabulaire que vous employez, la violence avec laquelle vous vous exprimez, c'est ça qui génère ce qu'on voit partout aujourd'hui. Est-ce que je peux vous répondre là-dessus ? On ne peut pas dialoguer, on ne peut pas débattre et on ne peut pas poser un problème sur la table dans ces conditions-là. Je suis désolé, c'est pas possible. Vous accusez mes propos de violence, je vais vous dire ce que je suis en train de dire. Je suis de profession, alors écoutez-moi, je suis psychologue de l'éducation nationale, d'accord, conseillère d'orientation psychologue. C'est mon identité professionnelle, un métier auquel je tiens, même si je suis en disponibilité pour exercer mon mandat d'élu. Eh bien, le gouvernement vient de prendre deux décisions, à la fois de saccager l'ONICEP, voilà, qui était vraiment l'Organisation nationale de l'information sur l'orientation scolaire et professionnelle, et de liquider les centres d'information et d'orientation. Un mépris complet sur notre métier. Et à quoi il sert pour l'ensemble des jeunes ? Ne me coupez pas la parole, monsieur. Dans l'accès au droit à l'information et au conseil en orientation, parce qu'ils s'en moquent. Donc oui, peut-être que mon parler sort un peu du langage doucereux, policé qu'il y a d'habitude sur les plateaux, mais parce que la colère, elle est là, et qu'on en a ras-le-bol. Parce que M. Macron, c'est en même temps, je casse les droits sociaux, je casse l'État social, et en même temps, je vous méprise et je vous prends pour des cons. On prend le peuple pour des abrutis en méprisant complètement cette colère qui se développe dans ce pays. Vous prenez un exemple qui, malheureusement, ne sert pas votre thèse. Parce que ceux que vous évoquez, l'ONICEP, etc., sont des organismes qui ont été
d'actualité à une époque, il correspondait justement à une époque. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'on a changé de monde, on a changé d'époque. Oui, on est à l'époque de quoi? De l'ubérisation. Et donc il faut tout si on pouvait dialoguer sans que ça soit caricatural, ça serait sympa. Enfin franchement, moi ça serait cool. Mais je ne vous ai pas attaqué, vous m'avez taxé de violence. On peut continuer à débattre, pardonnez-moi de vous couper, on continue. Votre exemple n'est pas le bon. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il faut accompagner les jeunes, et on n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il faut leur mettre à disposition un certain nombre d'outils d'orientation, etc. Mais pas avec les outils qu'on avait dans les années 70. Parce que je ne sais pas si vous êtes rendu compte. Vous croyez qu'on n'a pas évolué? Regardez le mépris que vous avez pour notre propre métier. Vous pensez qu'on n'évolue pas dans notre réflexion, dans notre recherche, dans nos identités professionnelles? Pourquoi le fait de ne pas être d'accord avec vous est un mépris? J'aimerais bien comprendre ça. Parce que vous avez traité mes propos de violents. Oui, j'ai trouvé ça méprisant. Vous voyez, on ne peut pas échanger. On continue de prendre des nouvelles de la manifestation en cours à Paris. On disait donc les cheminots, postiers, étudiants et fonctionnaires sont dans la rue. Et Isabelle Gounin, vous êtes avec un membre de l'UNSA. Oui, effectivement, voilà, nous sommes ici avec Florent Monteillé, secrétaire fédéral de l'UNSA ferroviaire. On a quelques problèmes de liaison. Isabelle, on vous retrouve peut-être dans un instant. Non, visiblement, on va essayer de rétablir la liaison, Isabelle, et on vous retrouve dans un instant. Cyril, est-ce que c'est une journée de test avant tout pour la CGT ou pour Emmanuel Macron et le gouvernement ? Pour les deux, mon général, si j'osais. Merci, capitaine. Magali, effectivement, là aujourd'hui, la CGT qui en appelle à manifester aujourd'hui aux côtés de Solidaires joue gros. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il n'y a pas de front unitaire des syndicats, ce qui pourrait un peu arranger les choses de la CGT et des hommes et des femmes politiques qui soutiennent ce mouvement pour en appeler à ce qu'on appelle depuis tout à l'heure la convergence des luttes. Il n'y a pas d'unité syndicale aujourd'hui. Ça peut changer, on regarde et on surveille. Pour Emmanuel Macron également, puisque là, il se joue effectivement cette réforme de la SNCF, par exemple, et tout à l'heure, Elisabeth Borne a rappelé qu'effectivement, ça irait jusqu'au bout, jusqu'à son terme, et qu'elle n'entendait pas mollir face à l'intersyndicale qui a claqué la porte des concertations. Mais aujourd'hui, il se joue cette réforme, il se joue également le style et le rapport de force entre Emmanuel Macron et toute forme de contestation, puisqu'effectivement, c'est ce qu'il a d'ailleurs dit hier, à mon avis, un peu maladroitement, quand il a dit à des Français qu'il rencontrait à Saint-Denis-des-Vosges en disant voilà, mais si je cède aujourd'hui sur les 80 km/h, si je fais plaisir à madame sur Notre-Dame-des-Landes, si jamais j'entends vraiment la colère des cheminots et que je change, je ne pourrai plus rien faire. Et il dit et c'est fini, on ne peut plus rien faire. Attention, quand on amalgame toutes ces colères qui sont chacune légitimes, pour reprendre le terme du président de la République, eh bien, on vient exciter la colère. Et là, le président de la République est peut-être lui-même en train d'encourager cette coagulation, cette convergence des luttes qui n'existe pas, à mon sens, aujourd'hui. D'ailleurs, tout à l'heure, vous employez ce terme de convergence des luttes. Jean-Luc Mélenchon, ce matin, ne voulait pas tellement employer ce terme. Il préférait, lui, venir voir sur la colère de chacune des professions et ne pas amalgamer tout cela. Vous êtes en désaccord avec lui ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on a chacun nos mots pour appréhender la réalité. Moi, je sais que quand je me promène sur le marché et je distribue mes tracts pas plus tard que ce week-end, j'entends des colères qui s'expriment et qui ont quelque chose en commun. Quand vous avez les retraités qui sont excédés, qu'on leur fasse les poches et qui trouvent que vraiment cette hausse de la CGT, c'est abusé, cette hausse de la CSG, c'est vraiment abusé. Il est beau ce lapsus parce que je suis très fière de ce que font les syndicalistes aujourd'hui. Et que vous avez également, juste après, un salarié qui vous dit le lundi, mais alors, finalement, la seule annonce qu'il y avait dimanche soir dans le discours du président, c'est que c'était à nous de donner une fois de plus une journée de salaire, donc une journée de congé en moins, tout ça pour financer les personnes âgées, alors que le nombre de journées où on travaille pour rémunérer les actionnaires, quand vous voyez l'évolution de la répartition de la richesse créée dans ce pays, on en est à 26 jours qui rémunèrent le capital, quand on n'en était qu'à 10 jours dans les années 80. On se dit que c'est pas possible, on marche sur la tête. La priorité qui a été prise par ce gouvernement, ça a été l'impôt sur les grandes fortunes, ces cadeaux aux plus riches, quand on est dans une situation où on a autant de personnes en situation d'être sous le seuil de pauvreté. Donc, toutes ces colères-là, elles ont bien quelque chose en commun. Oui, et en même temps, sur les identités professionnelles des métiers qui sont tous saccagés les uns après les autres, qui plus est, quand on dénature l'idée même des services publics, on voit bien qu'il y a un sens. On n'est pas d'accord dans ce pays
majoritairement vis-à-vis de ces politiques libérales. On retrouve Amélie Carrouer, donc, qui suit pour nous la manifestation parisienne, à cet endroit précis où tout à l'heure il y a eu quelques affrontements. Amélie, où ça en est là ? Bien, ça se poursuit. Ça fait quelques dizaines de minutes maintenant que la situation se cristallise ici. Vous voyez les images en direct. Nous sommes dans une rue latérale avec les CRS qui ont chargé une ou deux reprises face à des manifestants qui étaient en tête de cortège, plusieurs dizaines, peut-être centaines habillés de noir, cagoulés pour certains. Un peu plus tôt dans la manifestation, toujours en tête de cortège, il y avait eu un affrontement avec les CRS et de la lacrymogène, mais le cortège avait repris sa route assez tranquillement. Et puis voilà, à l'approche de la place d'Italie, la situation s'est tendue avec des jets de pavés ou encore de barrières qui servent habituellement pour les travaux. On rappelle encore une fois qu'on a suivi cette manifestation depuis ce matin et que tout dans l'ensemble s'est déroulé plutôt dans le calme du côté des syndicats, des partis, des militants. Et puis c'est effectivement en début de cortège, en revanche, que quelques dizaines de personnes sont allées à l'affrontement avec les CRS, et donc cette situation qui se poursuit là et qui reste assez stable pour le moment depuis quelques dizaines de minutes. Merci beaucoup Amélie. Sur cette journée de mobilisation, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même qui joue en faveur d'Emmanuel Macron? C'est cette absence d'unité syndicale et cette absence d'alternative politique. C'est clair qu'en tous les cas, sur le plan politique, vous avez raison, il est un peu seul, ça c'est clair, mais d'un autre côté, je ne suis pas sûr que dans ma famille politique, on s'y prenne très bien pour se réorganiser et être crédible. Donc, c'est intéressant ce que vous dites. C'est un autre sujet, mais on en parlera un jour. Quand même, parce qu'on voit que les partis, les Républicains, essayent de se reconstruire sur certaines propositions de Laurent Wauquiez. Moi, je ne suis pas à langue de bois. Ça fait 10, 15 ou 20 ans que parfois un certain nombre de choses que fait Emmanuel Macron aujourd'hui sont dans nos programmes électoraux et que nous, on n'a pas mis en place. Et aujourd'hui, vous avez des gens de ma famille politique qui ont soutenu ces programmes, qui avaient ces réformes-là, quasiment à 80% près la même chose, dans leur programme, et qui disent qu'aujourd'hui, c'est pas bien. Vous savez, comme vous le disiez tout à l'heure, ça, vous avez raison, je partage ça avec vous, les Français ne sont pas stupides. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ces gens Ils nous proposaient ça il y a 20 ans, ils n'ont pas le courage de le faire. Et encore une fois, je n'ai pas voté Macron au premier tour, donc je vous dis ça, décontracté. Et aujourd'hui, alors que ça se fait, et que c'était dans leur programme il y a 10 ou 15 ans, ils disent que c'est pas bien. C'est pas crédible. Ça fait partie du besoin de modernité dont on a besoin, y compris dans ma famille politique. C'est votre conviction. Non, mais c'est pas ma conviction, c'est que... Pour moi, c'est pas moderne. Ah oui, d'accord. Mais non, le libéralisme n'a rien de moderne. Non, mais je ne parle pas de libéralisme, madame. Enfin, je ne suis pas en train de parler de libéralisme. Mais non, des postures politiques. Non, je parle du pour qualifier les mesures que la droite a toujours révélées. Je vous prends un seul exemple, peut-être que vous partagerez avec moi. Macron fait. Vous avez un vocabulaire que je n'emploierai pas en disant on fait les poches des seniors ou des vieux. Je ne sais pas comment vous avez exprimé ça tout à l'heure. Des retraités. 50 € au moins par mois. Oui, mais peut-être qu'à ce moment-là, il y a une ponction sur les personnes seniors. Faire les poches, vous voyez, c'est un langage de rue qui ne me convient pas très bien. C'est ce qui est parce que si vous voulez, vous ne pouvez pas appeler ensuite à un certain nombre d'apaisements quand vous avez un vocabulaire de ce type. Mais enfin, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas ça que je voulais dire. Un exemple concret. L'exemple concret, c'est cette histoire d'impôt sur la grande fortune. C'est la gauche qui l'a mis en place dans les années 80. 80. Bon. Il y a eu une tentative à la cohabitation de 86-88 de le retirer, puis on l'a remis tout de suite, enfin, etc. Bon. Et est-ce que vous croyez un seul instant que quand l'impôt sur les grandes fortunes existait, il existe encore d'ailleurs sur le patrimoine, puisqu'il est transformé sur le patrimoine aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça a permis de gommer les inégalités dans le pays? Elles étaient moins fortes qu'aujourd'hui. Ah oui, grâce à l'impôt. Alors, vous savez, l'impôt, il date de la Révolution française. Et pourtant, je pense que c'est progressiste que de maintenir et de développer un impôt progressiste. Je ne parle pas de l'impôt. Progressif. Je ne parle pas de l'impôt. Je parle de l'impôt sur les grandes fortunes. Ah oui, je pense qu'il est même pas assez fort. Il n'a jamais été assez fort, oui. Eh bien, tous ceux qui font quelques études économiques, sociales vous le diront, pendant les années où l'ISF existait, et en fait ça n'a rien à voir, je vous le dis d'autant plus décontracté, les inégalités ont accru. Donc c'est tout, c'est une réalité. Parce que ça ne suffit pas, parce que vous avez une autre réforme fiscale nécessaire dans ce pays. Ça ne correspond pas au problème auquel on est confronté. Mais faire des cadeaux aux riches n'a jamais réduit les inégalités. Mais ce n'est pas faire des cadeaux aux riches. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'on est dans un pays où on a construit un modèle avec des paramètres qui existaient à une époque. Certains remontent d'ailleurs de votre famille politique et de la mienne, c'est-à-dire les gaullistes et les communistes. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est le Conseil national de la résistance. Tout à fait. Un certain nombre d'accords sont issus de cette époque-là. Exactement. Mais ça correspondait à une époque où on avait une monnaie unique, on avait des frontières. Enfin, le monde a changé depuis. Mais peut-être que vous ne partagez pas cette vision.
Et je pense que on c'est est en justement train parce que d'essayer le monde a de changé continuer. qu'il faut plus de protection c'est très sociale. important. On est en train d'essayer de continuer à financer ce modèle qui correspondait à une ancienne époque. Non, on finance les avec actionnaires, des données qui sont différentes aujourd'hui. Et Ça, c'est pour justement, ça que nous n'y arrivons pas. C'était Et dans donc, le programme quand- d'Emmanuel Macron, ça, il le disait clairement. Oui, mais là, alors c'est là où moi j'ai un point de divergence. C'est que je ne parle pas de la SNCF, et je parle de la donnée générale. Quand on regarde notamment le projet de loi de finances 2018, on s'aperçoit que le déficit annoncé est de 80 milliards. Et que donc on ne règle pas le problème structurel de ce pays. Et si on ne règle pas le problème structurel de ce pays, on ne pourra pas régler les problèmes de solidarité ou d'égalité ou de tout ce que vous pouvez imaginer, auquel moi en tant que gaulliste, je reconnais un certain fondement, bien évidemment. Bon. Mais vous voyez, avant de redistribuer, il ne faut pas avoir 2254 milliards d'euros de dette, madame. Parce que là, vous distribuez l'argent qu'on n'a pas. Et donc, il y a un vrai problème de fond qui est quand, dans ce pays, réglera-t-on le problème structurel de la dette publique et du déficit? Alors, réponse. Parce que vous prenez un ton qui est « Madame, je vous explique ». Alors, vous n'avez pas à m'expliquer, monsieur. Nous avons des orientations qui sont totalement différentes. Vous dites des Faites choses une factuelles. référence au Conseil national de la résistance, et ça tombe bien, parce que moi je tiens à ces acquis du Conseil national de la résistance. Et je ne suis pas pour un retour en arrière à avant le Conseil national de la résistance, avant qu'on ait eu la sécurité sociale, avant qu'on ait eu un code du travail. Je ne suis pas pour ce retour en arrière-là. Or, aujourd'hui, vous avez une évolution. Peut imaginer autre chose. Vous pouvez arrêter de me couper la parole, parce que en fait, vous m'expliquez, mais vous n'acceptez pas d'entendre qu'on peut avoir une autre conception. C'est pas ce que j'ai dit. Donc, laissez-moi exposer mon propos s'il est possible. Allez-y. Si vous souffrez d'entendre un autre discours. Avec plaisir, mais pas en reformulant le mien. Pas en reformulant le mien. Mais vous l'avez cessé de faire avec le mien, monsieur. Non. Alors, vous mettant dans une posture conclusion, dominante de monsieur qui explique à madame. Bon, ben, madame n'a pas besoin qu'on lui explique les choses. D'accord? Donc souffrez qu'on ait des opinions différentes des vôtres. On a des opinions différentes et je ne vous Donc vous êtes explique très rien. attaché à ces acquis-là. Donc j'estime que justement, défendre une politique d'intérêt général, c'est de se dire quelles sont les priorités. Les priorités dans ce pays, je le disais tout à l'heure, c'est la question, par exemple, écologique. On doit développer un transport public pour y répondre et essayer donc de réduire tout ce qui va être de l'ordre de la pollution, des camions, des voitures, repenser les choses. Donc c'est de l'investissement public. Comment est-ce qu'on le finance? Eh bien, on doit s'émanciper à la fois des logiques de marchés financiers que nous rémunérons bien trop fortement, et nous devons également nous émanciper à la fois de directives libérales européennes qui veulent au contraire simplement mettre en concurrence et privatiser l'ensemble des outils de services publics qui permettent ces politiques-là. Et nous devons également penser une politique de redistribution des richesses. Or, depuis ces 30 dernières années, les politiques qui se sont succédées, qui plus est imposées par les directives libérales européennes, n'ont eu de cesse comme objectif de mettre en concurrence, de privatiser, de marchandiser l'ensemble des activités humaines et de rémunérer bien plus fortement le capital que le travail. Voilà pourquoi tout disjoncte. On continue de suivre en direct la manifestation parisienne et toujours donc cette portion du cortège où les violences ne cessent pas visiblement, Amélie. Oui. Vous voyez, il y a même quelques renforts qui sont en train d'arriver. Depuis quelques instants maintenant, les CRS ont commencé à charger. On a vu encore une fois des jets de pavés, de barres de fer, de panneaux qui servent dans la rue à protéger les travaux, des jets de fumigène, peu de bombes lacrymogènes pour le moment, mais la situation maintenant elle dure depuis, je dirais 45 minutes environ. Un peu plus tôt déjà, il y avait eu quelques minutes d'affrontement avec des gaz lacrymogènes, et puis là, voilà, alors qu'on s'approche de la place d'Italie, la situation s'est bloquée et c'est largement tendu. Vous le voyez encore une fois sur ces images en direct. Alors on les avait vus, ces manifestants, plusieurs dizaines, habillés de noir, cagoulés. L'affrontement n'a pas tardé. On le reprécise encore une fois. Toute la manifestation que nous avons couverte en amont depuis 11h ce matin était parfaitement calme, dans un très bon état d'esprit. Ce que vous voyez à l'image ne résume pas l'ensemble de cette mobilisation, mais oui, ici en tête de cortège, la situation s'est durcie depuis quelques dizaines de minutes maintenant. Merci beaucoup Amélie. Évidemment, on continue de suivre ces images, cette manifestation en cours à Paris, en direct sur LCI. Merci pour ce débat d'idées, merci pour ces analyses. Et vous verrez que la prochaine manifestation du 5 mai, eh bien, vous verrez une convergence de nombreuses colères, mais aussi de nombreuses espérances. Et j'aimerais que Mme Simonet condamne ces violences en tête de cortège. Ah, moi j'ai toujours été anti-violence et pacifique. Voilà. Le journal sur LCI, le débat ensuite avec Arlette Chabot sur LCI.